Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire Persévérer dans les projets européens, comment optimiser vos chances de succès. Ce webinaire a été co-conçu avec Tiamat, l'ONERA, l'Université de Lille, l'Université Polytechnique Hauts-de-France INSA, l'Agence régionale d'innovation HDFiD et la région Hauts-de-France. Ce webinaire a été également organisé avec le soutien des membres du RERI, du Réseau européen régional d'innovation, dont vous voyez les logos s'afficher ici, et que l'on remercie chaleureusement pour leur soutien et leur co-organisation de ce webinaire. Je suis Louise Vigneault et je travaille à la direction Europe de la région Hauts-de-France. Alors, le programme de ce webinaire. On commencera par une partie qui s'appelle les projets européens, les idées reçues. On abordera un certain nombre d'idées reçues et d'arguments qu'on peut leur opposer. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir des témoignages inspirants de porteurs de projets en région, de la fail story, parfois jusqu'à la success stories. Les parcours ne sont pas linéaires et c'est ça aussi qui est intéressant. Et une troisième partie sur finalement une conclusion inspirante, disons, sur les bonnes raisons d'aller sur les projets européens collaboratifs. Pour vous donner un petit peu un mapping de ce webinaire, comme vous le savez, nous sommes dans le parcours boarding de notre cycle de webinaire, qui est en fait un parcours qui est destiné aux personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience d'Horizon 2020 et donc finalement d'Horizon Europe. Voilà, vous souhaitez peut-être vous mettre à jour vis-à-vis du programme, vous finalement vous former à ce nouveau programme et aller un petit peu plus loin. Mais vous avez normalement déjà une connaissance de ce type de projet ou de ce programme. Nous sommes au deuxième webinaire de ce parcours et je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister en live au premier webinaire, d'accéder au replay et de le visionner. Alors, comme vous le savez, lors de ce webinaire, nous n'allons pas présenter le programme Horizon Europe. Ça n'est pas du tout l'objet de ce webinaire. Nous sommes plutôt ici sur un webinaire type table ronde, méthodologique. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur le programme en lui-même, je vous invite à cliquer, à aller voir le webinaire d'introduction que nous avons fait le 15 octobre, qui dure 1 heure, qui ne rentrera pas dans les détails, mais qui vous permettra d'avoir déjà quelques informations clés sur ce programme. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller revisionner l'événement que nous avons fait le 1er décembre, de lancement de ce programme. Donc c'est 3 fois 1 heure, et ça vous permettra de rentrer beaucoup plus en détail dans ce programme et dans ce qui sera financé. Quelques mots sur les modalités techniques. Comme vous avez pu le remarquer, sur le côté droit de votre écran, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez discuter avec les autres participants, etc. Vous pouvez même, en particulier pour ce webinaire, peut-être témoigner, expliquer peut-être parfois voilà, votre parcours, vos échecs, vos succès, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter. Vous avez questions dans lesquelles vous pouvez poser vos questions. On vous demandera, s'il vous plaît, de ne pas poser vos questions dans l'onglet chat, mais de bien les poser dans l'onglet questions. Vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent vraiment les plus intéressantes. Nous avons également un onglet sondage dans lequel on va essayer d'interagir un petit peu avec vous. Et sachez également que la vidéo et la présentation de ce webinaire vous seront envoyées. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de rejoindre l'onglet sondage et de répondre à cette question. Dans l'idéal, on aurait préféré vous avoir en face de vous et pouvoir discuter avec vous de vos expériences respectives. À défaut, une petite question, onglet sondage, dans laquelle de ces 3 affirmations vous retrouvez-vous le plus? Les projets européens, je ne suis pas à la hauteur. Donc, réponse A. Réponse B, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Réponse C, j'ai peur d'être seule, de ne pas être accompagnée, de ne pas être aidée. Je vous laisse quelques minutes pour répondre et je laisserai ma collègue Émilie prendre le relais sur le résultat de ce sondage. Merci Louise. Donc là, on voit déjà les personnes qui commencent à voter. J'attends encore un petit peu
façon, on va expliquer évidemment chacune de ces affirmations après coup et je laisse le sondage en ligne. Là, pour l'instant, c'est beaucoup. Ce qui ressort, c'est « je ne suis pas à la hauteur et j'ai peur d'être seule ». C'est effectivement des idées qu'on a régulièrement en fait entendues en tant qu'accompagnatrice. Je suis Émilie Marcelet, je travaille chez HDFiD. J'accompagne les porteurs de projets européens dans la région. Et donc, il y aura aussi l'intervention de mes deux collègues, Louise Vigneault et Alexandra Goultieva. Alors, on va commencer par « je ne suis pas à la hauteur », puisque pour l'instant, c'est ce qui a le plus de suffrages pour vous. Je ne suis pas à la hauteur, c'est vraiment le côté, les freins personnels que vous pourriez avoir avant d'aller sur les projets européens. C'est effectivement, je ne vais pas y arriver vu la complexité de ce type de projet, je ne parle pas couramment anglais, je n'ai pas le temps, je représente une petite structure et du coup, je n'aurai pas de poids face aux autres dans le consortium. Je n'ai pas les bons contacts ni le bon réseau pour entrer dans ce club fermé. C'est typiquement les premières choses qu'on entend, nous, en tant qu'accompagnateurs depuis des années, sur des idées reçues sur les projets européens. Donc, on voulait aujourd'hui vous apporter une réponse et puis que vous puissiez aussi témoigner de tout ça avec des gens plus experts que vous. Donc, sur la complexité, effectivement, il faut se former. Il y a des règles, elles peuvent paraître complexes, mais elles sont stables. C'est-à-dire que là, les règles il y a des nouveautés pour Horizon Europe, mais les règles qui sont édictées aujourd'hui, elles sont valables pendant 7 ans. Donc, ça vaut quand même le coup de se former, de les apprendre. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes là aussi aujourd'hui dans ce webinaire, en fait, avec nous. Et une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionne, en fait, on gagne du temps. Et c'est pas beaucoup plus compliqué également que des projets que vous avez peut-être déjà montés, qui sont des projets collaboratifs français, comme l'ANR ou comme le FUI, donc les projets des pôles de compétitivité. C'est effectivement, il y a de l'ingénierie de projet, c'est en anglais, mais ça se ressemble quand même. Il y a toujours des lots de tâches, effectivement des jalons, le qui fait quoi. Ça peut se retrouver quand même. C'est quand même de la méthodologie de projet assez classique quand on est un petit peu formé là-dessus. Pour l'anglais, c'est plutôt faux, parce qu'un niveau correct suffit, même à l'écrit, parce qu'il faut quand même être synthétique. Et vous le verrez quand vous participerez à vos premières réunions de consortium, pour ceux qui n'ont pas encore été jusque-là. Il y a une certaine bienveillance et les personnes vraiment posent le ton, répètent, vont plus lentement s'il y a besoin. Tout le monde n'est pas, c'est pas forcément leur langue maternelle, hein, l'anglais. Vous voyez, une vraie diversité de personnes en Europe qui doivent se débrouiller avec l'anglais, qui est la langue commune. Donc, même avec le Brexit, ça ne va pas changer, ça va rester l'anglais, ça c'est sûr. On peut en être sûr. Au niveau du temps de montage, effectivement, c'est assez long. Il faut prévoir du 6 mois, 1 an, jusqu'à vraiment avoir la subvention, hein, ce qu'on appelle le time to grant, hein, le temps d'arriver à démarrer le projet. Mais ça demande quand même moins d'engagement si on est partenaire du projet que si on est coordinateur. Donc, l'engagement dans le montage, oui, il y a quand même, il faut avoir des ressources pour ça. Si on n'avait aucune à dédier à ça, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais donc, vous pouvez aussi déléguer une partie, hein, on va le voir dans les accompagnements dont vous pouvez bénéficier en région. Donc, ça permet d'alléger en fait cette charge de montage. La l'idée reçue qui est je représente une petite structure et du coup, je ne ferai jamais le poids en fait par rapport aux autres. Il faut se dire aussi que toutes les entités sont recherchées et d'autant plus maintenant dans ce nouveau programme Horizon Europe, les PME, les laboratoires les moins connus, à plus petite échelle, etc. Vous êtes recherchés pour votre expertise ou pour votre réseau, pour votre savoir-faire industriel. Et du coup, tout le monde a sa place dans le consortium et chaque consortium, quand on monte un projet, fait en fait, il y a une gouvernance en fait qui est décidée et on essaie justement que même les plus petites structures aient voix au chapitre. Il y a une diversité d'acteurs et c'est ça qui fait la force du projet et qui permet vraiment que l'innovation aille sur le marché, passe de la recherche vraiment à l'innovation sur le marché. Donc, il ne faut pas se mettre un plafond de verre en fait tout seul et se dire bah non, donc je n'ai pas ma place dans ce type de choses. C'est pas vrai. C'est vraiment recherché. Peut-être que vous connaissez moins les gens au départ, vous avez moins les réseaux de départ, mais votre expertise sera recherchée. Et pareil pour le côté réseau. Alors effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. On n'a pas toujours
le lobbying, il ne faut pas penser que tout se fait par lobbying. On peut quand même aussi se former. Et on aura un webinaire pour ça, comment devenir partenaire d'un projet européen en mars, pour se rendre visible. Et on vous aide vraiment là-dessus pour intégrer justement ce type de réseau. Je laisse la parole à Louise. Merci beaucoup, Émilie. Sur le deuxième frein, en fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, en fait, plutôt de la part de personnes qui ont effectivement essayé et qui ont échoué. C'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Finalement, à part le financement qui est incertain, car les taux de succès qu'on donne traditionnellement, mais je reviendrai là-dessus juste après, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, les taux de succès de 10% qu'on donne traditionnellement font que finalement je vais perdre du temps à monter un projet et que je n'ai rien à y gagner, que c'est perdu d'avance, que c'est réservé à une élite. Et puis finalement, pourquoi retenter l'expérience puisque j'ai déjà échoué une première fois? J'ai peur de rééchouer et de décourager mes collaborateurs, que ce soit en interne dans ma structure ou les partenaires de mon projet. On verra avec les témoignages suivants que parfois plusieurs essais se terminent finalement par un très beau succès. Et puis, on peut même entendre que le jeu n'en vaut pas la chandelle, même si on réussit à avoir le projet. C'est-à-dire que ce qu'on peut entendre parfois, c'est que les objectifs qui sont demandés dans les projets, en particulier, c'est vrai dans les projets collaboratifs, les objectifs sont trop ambitieux et concrets, et on sait que finalement, on se dit qu'on ne va probablement pas les atteindre. On entend aussi souvent que beaucoup d'objectifs dans le cadre d'un projet collaboratif ne sont pas techniques et donc ça ne m'intéresse plus, ça n'est plus au cœur de mes problématiques à moi, de mes enjeux. Voilà ce qu'on peut entendre un petit peu parmi les personnes qui sont un petit peu découragées. Alors, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est que on va pas vous mentir, ce programme, il est compétitif. On va pas vous dire que c'est ouvert à tous et que voilà, ça n'est pas le cas, c'est compétitif. D'ailleurs, on gagne pas souvent du premier coup lorsqu'on est dans un premier essai. Et effectivement, on parle beaucoup de 10% de taux de succès moyen. Alors, je tiens juste à revenir sur ce chiffre parce que 10%, donc c'est vraiment un taux moyen. Il y a des milliers d'appels à projets différents, donc déjà c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire un taux moyen. Quand bien même, ce chiffre en fait porte sur tous les projets qui sont déposés, c'est-à-dire du plus médiocre qui ne rentre même pas, qui n'est même pas éligible, qui a été monté en 3 semaines, jusqu'au projet effectivement qui a été monté très sérieusement pendant 6 mois, etc. Donc, ce qu'on peut dire, il y avait une étude qui avait été publiée là-dessus, c'est que les projets qui sont accompagnés, les projets qui sont sérieux, si on rapporte ce taux-là finalement à une base sérieuse, on est plutôt autour de entre 30 et 50%. Pour dire voilà. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre avec des pincettes. Et effectivement, si vous vous lancez sans vous être posé les bonnes questions avant, sans être préparé et accompagné, il se peut effectivement que le jeu n'envahisse pas la chandelle, c'est vrai. Donc la première étape qu'on peut vous dire avant de vous lancer, c'est de vous poser les bonnes questions. Ça peut paraître un lieu commun, etc. Mais je peux vous dire que ça aurait fait gagner beaucoup de temps à beaucoup de porteurs de projets de se poser les bonnes questions. Pour ça, on a 2 outils qui existent. Ce sont des outils en fait d'autodiagnostic. Alors, le premier outil, en fait, c'est un webinaire qu'on a fait le 15 octobre avec Caroline West de HDFID, et on vous invite en fait à aller voir parce qu'on fait vraiment cet autodiagnostic avec vous sous la forme d'un webinaire. Donc, si vous souhaitez, c'est vraiment pour tous, que ce soit universitaire, entreprise, etc. Et il y a également un deuxième outil qui a été publié très récemment, qui est un autodiag gamifié, qui est vraiment pour les entreprises cette fois-ci. Il est simple et gratuit, donc on vous invite à aller cliquer. Donc, si vous êtes préparé et accompagné, on verra ça avec Alexandra juste après, il y a beaucoup à y gagner. Et même si votre projet n'est pas financé, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans le process, on se forge un réseau. On est dans un projet pour la plupart des appels, pas tous, mais la plupart, on est dans un partenariat. On se forge un réseau aussi en quelque sorte parfois dans sa propre structure. On travaille avec des personnes qu'on ne connaissait peut-être pas.
On met un pied dans de nouveaux marchés pour les entreprises, on fait avancer sa stratégie et la mentalité aussi dans sa structure, y compris parfois sa hiérarchie. On place la barre de l'ambition plus haut, on gagne en expérience, c'est-à-dire que on l'a fait une fois, on sait comment ça fonctionne, à quoi s'attendre et on se forme finalement. Bien sûr, si votre projet est sélectionné, il y a beaucoup à y gagner et il faut savoir, avant de se lancer, ce qu'on peut y gagner, effectivement, pour ne pas avoir de déconvenues. Ce qu'on peut y gagner, c'est des subventions attractives, hein. On est entre 70 et 100% pour la plupart des appels à projets de subventions des coûts. Il y a la possibilité de partager les risques d'un projet ambitieux, de développer son réseau, d'enrichir son projet d'expertise nouvelle, des meilleurs parfois du monde, de gagner en expérience, devancer ses concurrents et être reconnu au niveau international. Alors, sur les objectifs, le fait de dire finalement c'est des objectifs trop ambitieux, etc. Je sais d'avance que ça paraît compliqué d'arriver à ce résultat-là. La commission, elle demande une ambition de moyens et non de résultats. D'où, effectivement, c'est vrai, un reporting exigeant. En d'autres termes, un objectif peut être partiellement atteint sans remise en question du financement, dans la mesure où il y a un progrès par rapport à la situation de départ. La Commission européenne sait qu'un succès total n'est jamais garanti en recherche et ce sera d'autant plus facilement gérable que l'objectif principal aura été décomposé en sous-objectifs. On le verra aussi plus tard. Sur le fait que c'est réservé à une élite, les critères de sélection sont suffisamment nombreux et de nature variée pour pouvoir se démarquer. Donc, ce postulat-là n'est pas complètement fondé. Et la technique n'est plus au centre du projet. C'est pareil, là-dessus, c'est faux. La technique, elle est forcément au centre d'un projet HEU, mais elle n'a jamais été uniquement une fin en soi. C'est un moyen pour atteindre à terme d'autres objectifs européens. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je passe la parole pour le troisième frein à Alexandra. Bonjour, je m'appelle Alexandra Goultiagoa, je suis chargée des contrats de recherche à la direction de la recherche et valorisation de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et en effet, je vais parler du troisième frein qu'on a identifié justement pendant le sondage, qui est la peur d'être seul, la peur de ne pas être bien accompagné. J'entends souvent dire, dans le cadre de mon travail, les enseignants-chercheurs dire « j'ai peur d'être seul pour monter, pour gérer, pour exécuter telle ou telle partie work package du projet, parce qu'il s'agit de mon investissement personnel trop important avec mon agenda d'enseignement-chercheur déjà bien rempli, parce que j'ai peur d'être seul à résoudre tous les problèmes du projet, faire tout le travail tout seul, devoir me substituer à un partenaire défaillant. C'est vrai que tout ça, c'est pas forcément toujours évident. J'entends aussi dire que je ne sais pas, les chercheurs ne savent pas forcément où trouver les bonnes informations sur les appels à projets européens pour trouver par exemple un partenaire, parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident dans la multitude d'informations que nous avons, parce que les règles d'éligibilité, par exemple, des programmes sont complexes. Le calendrier des appels n'est pas toujours, de la sortie des appels à projets n'est pas toujours évident. Et aussi, nous vivons dans une période charnière, c'est-à-dire que nous changeons de programme. Nous venons de changer Horizon 2020, qui a été remplacé par Horizon Europe, qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Donc effectivement, il y a toujours des nouveautés qui sont liées avec ce changement de programmation. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Après, j'entends aussi dire, je ne sais pas, par exemple, à qui demander de l'aide. Les dépôts de candidature, les dossiers de candidature sont assez complexes, ça prend beaucoup de temps, time consuming. Je ne connais pas les différents services dans mon structure, je ne connais pas les différentes structures d'accompagnement possibles au niveau de mon territoire, je ne connais pas bien mon référent Europe. Alors, à tout cela, je peux vous dire, non, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire accompagner. Le programme cadre d'innovation et de recherche Horizon Europe a certes des appels à projets individuels, type ERC, Marie Skłodowska-Curie, mais la plupart, en effet, ce sont des appels bien collaboratifs. L'esprit même d'un projet européen, c'est un travail collaboratif dès le montage du projet jusqu'à la valorisation des résultats, jusqu'à la fin du projet.
Ainsi, le premier cercle d'expertise le plus proche pour vous, dans le cadre de votre montage, est celui de vos partenaires. Vous êtes donc coordinateur d'un consortium de partenaires, des partenaires qui disposent eux-mêmes de différentes compétences scientifiques, organisationnelles, et qui pourraient vous faire bénéficier de leur propre expérience. Donc, vous avez ce cercle de partenaires qui est assez précieux, qui est une source de compétences multiples et complémentaires pour vous et votre projet. Dans tous les cas, il faut dire aussi que très peu de structures ont ce luxe d'avoir en interne des personnes spécialisées en montage de projets Horizon Europe, et quand bien même, ce programme regroupe tellement d'appels différents qu'une seule personne ne pourrait même pas se prétendre experte de tous les types d'appels européens. Mais il existe des personnes dans ces métiers, j'en fais partie, ce sont des experts Europe qui peuvent être basés dans votre structure ou qui peuvent être en dehors, sur votre territoire. Donc il s'agit de ce deuxième cercle d'accompagnement qui est celui de votre structure. Donc, vous pouvez être aidé par les différents services de votre propre structure, notamment le service recherche et valorisation avec votre référent Europe, au sein même de votre structure, mais aussi d'autres services de l'établissement, c'est-à-dire que ça peut être des services de communication, des services administratifs et financiers, des services commerciaux, par exemple, services des marchés. Je travaille notamment à la direction de la recherche et valorisation à l'Université Polytechnique de France. Je suis donc le premier contact pour nos enseignants-chercheurs. Selon mon expérience personnelle, ce n'est pas toujours automatique, ce réflexe de contacter le plus en amont possible son référent Europe, alors que cela permettrait de gagner en efficacité et accompagnement de proximité. Donc, ayez ce réflexe, n'hésitez pas à contacter votre référent Europe dès que vous avez une idée de votre projet. Alors, pour parler des soutiens externes que vous pourriez avoir, c'est ce troisième cercle. Vous pourriez bénéficier des soutiens externes à plusieurs niveaux. Alors, au niveau régional, avec la direction Europe de la région Hauts-de-France, dont fait partie notamment Louise, et l'Agence régionale de développement, HDFID, dont fait partie Émilie Marcellet. J'en parlerai un petit peu plus en détail de tous les accompagnements régionaux un petit peu plus tard, mais je passerai au niveau national. Alors, au niveau national, vous disposez des points de contact nationaux. Ce sont des interlocuteurs français qui sont issus des différents ministères, des centres de recherche, des universités, qui suivent la préparation des drafts des appels à propositions européens par piliers et par thématiques, qui font le relais de la Commission européenne via les établissements et qui peuvent vous conseiller et valider la pertinence de votre projet par rapport à tel ou tel appel spécifique. Mais ils peuvent également vous aider à trouver un partenaire parce qu'ils peuvent vous mettre en réseau et vous faire bénéficier de la mise en réseau pour trouver un partenaire. Voilà. Sachez aussi que la région Hauts-de-France dispose d'une représentation permanente à Bruxelles, avec un représentant à Bruxelles qui est basé à plein temps et qui travaille notamment sur les sujets d'influence, de veille, qui pourra vous aider pour organiser vos rendez-vous à Bruxelles. Et également, sachez que vous pouvez disposer des locaux de la mission à Bruxelles pour vos rendez-vous. Pourquoi on parle de tous ces accompagnements? Parce que c'est important, tous ces accompagnements sont importants parce qu'ils vous permettent de rester concentré sur vos problématiques, sur vos intérêts, sur vos thématiques de recherche, afin que vous puissiez vous consacrer pleinement à votre projet. Ainsi, pour mettre toutes les chances de votre côté et adopter la win-win attitude, trois choses sont importantes. C'est le bon consortium, donc travailler avec de bons partenaires à qui vous faites confiance et à qui on peut déléguer intelligemment, d'avoir le bon accompagnement de proximité, mais également envisager d'avoir un consultant, ce serait un plus. Il existe aussi toujours des aides pour des entreprises et pour des académiques. Alors, je passe du coup à la slide suivante. Et je reviens justement à l'accompagnement régional qui est possible. Alors tout d'abord, il faut dire que les taux de succès ne sont pas suffisamment élevés, comme précisé par Louise, mais l'expérience démontre que le projet bien accompagné augmente ses chances de réussite de manière assez significative, c'est-à-dire ça peut être presque 2, 3, 4 fois plus de succès qu'un projet qui n'a pas été accompagné.
Alors, sachez qu'au niveau de la région, vous disposez d'un nombre d'outils et des aides foisonnants qui peuvent vous aider dès l'idée de votre projet, dès la phase maturation, qui peuvent vous aider au niveau du montage, qui peuvent aller jusqu'au suivi administratif du projet. Donc, vous pouvez vous être aidé pour la recherche de partenaires, pour la recherche d'un appel à proposition, notamment par Inoloop, start-up régionale basée sur l'intelligence régionale, ou le réseau entreprise Europe Network, le réseau européen d'experts qui accompagne gratuitement les entreprises, mais aussi les partenaires académiques qui souhaitent monter un projet collaboratif. Notamment, on vous a mis le lien vers le guide des accompagnements en région, tout en bas à droite. Donc, vous pouvez, c'est vrai que ça peut paraître un peu... il y a beaucoup de choses, donc on peut se sentir un petit peu perdu. Donc, si vous vous pouvez retrouver toutes les aides dans ce guide des accompagnements en région. Ayez ce réflexe au fait de contacter toujours votre référent Europe d'abord. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous contacter à europe@hautefrance.fr. Vous avez le courriel juste en haut à droite. Voilà. Aussi, si vous n'avez pas de contact de votre référent Europe, n'hésitez pas à nous contacter, nous directement, Louise, Émilie, moi. Vous trouverez nos coordonnées justement sur la slide suivante. Nous vous orienterons au mieux au niveau des contacts, des aides et des accompagnements possibles. Alors, mes collègues et moi avons essayé de déconstruire en première partie de ce webinaire des freins et des peurs qu'un porteur de projet puisse avoir dans le cadre d'un montage de projet européen. Nous vous proposons à présent d'échanger avec les 4 partenaires en région, les 4 personnes qui n'ont pas eu les parcours forcément linéaires et simples, mais qui ont réussi à aller jusqu'au bout et à décrocher leur projet européen. Et je pense qu'ils ont surtout de très bons conseils à nous donner. Nous commencerons avec professeur Alain Bousquerolles du laboratoire L2EP à l'Université de Lille. À vous la parole, monsieur Bousquerolles. Merci, bonjour à tous. Je suis professeur à l'Université de Lille et puis j'ai le plaisir de participer à ce séminaire en tant que coordinateur d'un projet européen qui s'appelle PANDA. C'est un Research Innovation Action avec 11 partenaires et de 6 pays sur le développement d'outils pour la simulation de véhicules électriques. Vous voyez sur cette diapositive ce qu'on appelle la chaîne de valeur du projet, qui est l'ensemble des partenaires pour aller des concepts au marché, si je peux résumer ainsi, avec des universités, des PME, un constructeur automobile, des équipementiers. Donc, il faut qu'on ait un certain nombre de partenaires pour pouvoir démontrer que ce projet va avoir des retombées à court ou moyen terme. Donc, c'est sûr qu'on est content d'avoir le projet, mais on est passé par un certain nombre d'étapes qui étaient moins réjouissantes, si je peux dire, avec, dans le même type d'appel qui est Green Vehicles, un projet Crocodile où on n'était que partenaire et avec des défauts qui ont été soulignés par les rapporteurs qui étaient des vrais défauts sur lesquels on a travaillé. Après, on a porté le projet éléphant et c'est l'Université de Lille qui a porté. Donc, on a réussi à gommer un certain nombre de défauts par rapport à la proposition précédente et il est resté des défauts majeurs qui ont été soulignés, en particulier des partenaires qui avaient la même compétence et on n'a pas su justifier cela de manière adéquate. Et enfin, on a réussi à prendre en compte tous les points, de nombreux points pour avoir ce succès du projet PANDA. Donc, pour résumer cette expérience avec des échecs et des succès, avec le recul, je pense que le montage d'un tel dossier n'est pas si complexe parce qu'on a beaucoup de choses très, très logiques.
La problématique principale, c'est qu'on a un travail énorme, beaucoup de documents à lire et tout ça en très peu de temps et une coordination efficace à faire. Donc, par rapport à un certain nombre de points, je soulignerai sur la coordination et le partenariat, le consortium, d'avoir une coordination à la fois souple pour avoir l'adhésion de tous les partenaires et forte pour élaguer tout ce qui n'est pas dans la ligne directrice du projet, incluant élaguer certains partenaires. Pas de partenaires sans valeur ajoutée, j'en ai déjà parlé. Pas de trou dans la raquette. Donc, dans notre projet, s'il n'y avait pas de constructeur automobile, c'était terminé. Sur l'aspect temporel, comme l'a dit Louise, il y a une préparation avant à faire. Mais je dirais que pour notre part, quand on est parti trop tôt, ça n'a pas bien marché parce que les gens n'étaient pas trop motivés. Et finalement, on avance que quand on a le couteau sous la gorge. Pour les 2 projets où on a eu les meilleurs résultats, on a monté le projet en 3 mois, mis à part les discussions préliminaires. Bon, le temps, je ne vais pas trop insister dessus. Je préfère souligner ce qu'a dit Alexandra. Il est important d'être bien accompagné. Nous avons eu la chance d'avoir de bons supports à l'Université de Lille avec une équipe projet avec laquelle on travaille beaucoup. Le pôle régional MEDE, la région au travers FRAP et au niveau national, le MRSI, le PCN. Beaucoup d'interactions pour pouvoir gérer toutes ces tâches qu'on a à faire en parallèle de manière efficace. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de faire ce témoignage parce que je pense que c'est un juste retour des choses et je pense que Louise, tu dois savoir pourquoi. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir un consultant qu'on va payer pour pouvoir gérer toutes ces tâches, nous aider à gérer toutes ces tâches. J'ai été particulièrement réticent au départ et je pense que c'est un point très important. Évidemment, il faut faire relire la proposition par des visions très différentes parce qu'on va avoir des rapporteurs différents et le positionnement est aussi fondamental. Donc, par rapport au projet actuel et aussi toutes les roadmaps. Et là aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc, je terminerai par l'importance de l'aspect collectif, l'esprit d'équipe. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Un porteur, ça doit arriver à fédérer des compétences pour y arriver, et je pense que ça, c'est un point très important. Je passe la parole à Yona. Merci, professeur. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un peu de Tiamat et de sa relation avec la Commission européenne. Donc, Tiamat est une PME fondée en 2017 et en fait, notre but, c'est de commercialiser des batteries au sodium-ion, donc pour substituer le lithium-ion dans pas mal d'applications. Et donc, on a le grand avantage d'être une start-up dans l'air du temps, je dirais, et qui peut bénéficier d'une multitude de différents financements de la part de la Commission européenne. Donc, depuis décembre 2019, on est coordinateur du projet NAIMA, un projet qui regroupe 15 partenaires pour un budget total d'à peu près 8 millions d'euros. Donc, j'ai pas précisé, on est nous-mêmes en tant que start-up une spin-off du CEA et du CNRS. Et donc, en fait, c'était un peu le follow-up, le projet NAIMA d'un ancien projet qui s'appelait NAIAD, et que du coup la commission a particulièrement apprécié de pouvoir refinancer un projet, je dirais la partie d'après de ce projet précédent. Donc, si vous avez l'occasion, quand vous déposez vos projets, je dirais un premier conseil vous savez que d'autres personnes dans votre écosystème ont déjà proposé un projet sur des idées un peu plus préliminaires aux vôtres, un peu plus en amont, contactez-les. Comme ça, vous pourrez vraiment vous placer dans la suite et la Commission européenne adore financer des projets qui sont en fait dans la continuité de leur stratégie passée. Donc, le projet NAIMA a une particularité, c'est-à-dire que nous sommes passés par une agence de consultants pour rédiger le proposal. Et en fait, ces consultants sont devenus des partenaires du consortium. Donc, c'était très pratique d'un point de vue financement des consultants et également sur la partie continuité. Donc, ces consultants maintenant dans le projet sont des partenaires qui s'occupent en particulier de tout ce qui est
dissémination, valorisation, et donc ils ont vraiment tout l'historique en amont de ce qui s'est passé et comment ils ont pu, comment on a pu valoriser le proposal auprès de la commission dans un premier temps. Je vais rejoindre un peu ce qui a été dit précédemment. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est trouver une balance entre le retour sur investissement du projet et le temps que vous allez passer sur le proposal. Alors effectivement, pour un coordinateur, c'est entre 2 et 3 mois, pour un partenaire un peu moins, mais ça nécessite quand même du temps, et c'est vrai que l'avantage du consultant, c'est que ça peut faire gagner du temps. Il vous faudra de toute façon en interne quelqu'un qui est dédié à ce projet. Alors, hop. Donc Tiamat, en tant que PME, a un avantage, c'est qu'on peut se positionner à plusieurs TRL, en fait, selon les projets qu'on vise. On a des proof of concept assez aboutis, mais également quelques verrous techniques qui peuvent nous permettre d'aller sur des TRL plus bas. Et donc, pour la Commission européenne, c'est un avantage puisqu'on va pouvoir se permettre de répondre à plusieurs différents calls selon la maturité technique qui est requise. Donc, on a eu également par le passé un autre projet à hauteur un financement à hauteur de 50 000 €. Et là, en ce moment, on est sur une série de financements, de demandes de financement qui ont par deux fois pour le moment échoué, mais qu'on espère transformer en réussite très prochainement. Donc, qu'est-ce que je ressors de ces expériences principalement? Donc, les proposals, ce n'est pas des examens, en fait, c'est des concours. Donc, c'est très compétitif. Vous allez peut-être avoir un projet très solide, mais qui ne va pas répondre entièrement à tous les différents aspects que la commission requiert. Et dans ces cas-là, il y aura peut-être en face de vous un projet qui sera mieux, et du coup, vous n'aurez pas le financement malgré votre excellence. Donc, pour éviter cette situation-là, il faut bien regarder le call et répondre parfaitement à tous les critères de notation. Je suis moi-même experte au niveau de la Commission européenne, et les grilles de notation sont assez claires d'un point de vue des experts et donc qui vont examiner les dossiers. Donc, si vous avez des zones d'ombre, il vous faut vraiment travailler sur ces parties-là et valoriser tous les différents aspects pour faire un succès. Pour répondre au call, bien sûr, il faut connaître les critères clés pour la Commission européenne. Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qui est important de garder à l'esprit? Et du coup, pour avoir moins de temps à passer sur ces différents projets, c'est mieux de se faire aider par une agence de consultants, parce que vous n'aurez pas forcément le temps de lire les 100 pages nécessaires pour comprendre exactement où est-ce qu'ils veulent en venir, qu'est-ce qu'ils veulent financer. Quand bien même vous n'avez pas réussi à ce tour-là et vous n'avez pas eu le succès escompté, ce qui est important, c'est de rebondir, et je pense que ça a été déjà adressé précédemment dans ce webinaire. C'est-à-dire que ce consortium, c'était l'occasion pour vous de faire de nouvelles collaborations, de réfléchir un peu plus à des aspects, je parle en particulier des PME, des aspects marché, à des aspects de valorisation, à des aspects où peut-être vous êtes rendu compte qu'il y avait justement des trous dans la raquette sur certains aspects. Et il faut donc capitaliser sur cette expérience. De quoi vous aurez besoin? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est le différent type de financement auquel vous pourriez avoir droit maintenant? Donc, en fait, c'est vraiment utiliser cette expérience, qu'elle soit positive ou négative, pour avancer dans votre projet et mieux vous repositionner pour potentiellement redéposer un autre projet plus tard. Donc, je vais laisser la parole à l'intervenant suivant. Merci à tous. Donc, je suis Frédéric Van der Hagen, je suis professeur à l'Université Polytechnique Hauts-de-France et INSA Hauts-de-France, et je vais vous parler du projet Carbodine. Alors, Carbodine est un open call issu du consortium Shift2Rail. Shift2Rail est un regroupement d'industriels ou équivalents dans le domaine du ferroviaire. Et donc, les open calls permettent aux non-membres de Shift2Rail de faire des propositions au regard, bien sûr, des open calls. Donc, c'est ce que nous avons fait.
Et moi, je suis coordinateur d'un work package concernant l'intégration d'interactions innovantes dans la cabine de train du futur. Et globalement, le consortium va s'attacher à l'étude des matériaux composites, la réalité virtuelle et les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la conception des trains du futur. Alors, nous travaillons en collaboration étroite avec un projet Shift2Rail et ensemble, l'objectif est de présenter un prototype au prochain salon mondial du ferroviaire, InnoTrans, à Berlin. Nous avons 14 partenaires, dont 5 membres d'un réseau d'excellence Eurnext, j'y reviendrai tout à l'heure, et on a 7 pays de l'Union européenne. Alors, l'historique un peu de ce succès, nous avons ces 3 dernières années soumis 3 projets et un a été accepté pour financement. Le premier projet, Cohorte, nous étions partenaires et non pas bénéficiaires et concernait la formation dans le domaine du ferroviaire. Le deuxième, Cassiopeia, concernait également le ferroviaire relatif à la maintenance prédictive, centré facteur humain en ce qui concerne nos compétences. Alors, il a été très bien noté, 13,5 sur 15, et nous avons été mis sur liste d'attente. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, nous avons gagné donc Carbodine. Pour l'ensemble de ces projets, donc j'ai une stratégie personnelle concernant les facteurs de succès, et donc finalement, je pense que la mise en valeur de nos propositions doit être aussi en lien avec ces facteurs. Donc le premier, c'est l'appartenance à des réseaux européens, et le deuxième, c'est la démonstration des savoir-faire pour les partenaires qui ne nous connaissent pas. Alors, l'appartenance à des réseaux européens, j'ai cité Eurnext tout à l'heure, donc c'est un réseau d'excellence sur la recherche ferroviaire. C'est un réseau qui a été créé à la demande de la Commission européenne. Ce réseau regroupe un certain nombre d'institutions académiques, donc c'est simplement des établissements académiques, et je vous rappelle que Shift2Rail, c'est des industriels ou équivalents. Donc l'idée ici, c'est de faire un peu du lobbying au sein de la Commission européenne. Donc les responsables d'Eurnext vont à Bruxelles régulièrement pour rappeler à la Commission européenne que c'est la Commission européenne qui a demandé la création de ce réseau d'excellence, que ce réseau d'excellence est dynamique, il existe, il réunit 34 institutions académiques, 21 pays de l'Union, et donc les appels à projets se doivent aussi d'être en cohérence avec les établissements académiques. Moi, je suis de plus responsable d'un pôle de recherche Hortense sur les facteurs humains, et donc je suis connu et reconnu au sein de ce réseau d'excellence sur les aspects ingénierie des facteurs humains ou ingénierie des systèmes homme-machine. Le deuxième facteur de succès, c'est la démonstration des savoir-faire. Donc, nous avons, dans ce projet Carbodine, 5 partenaires du réseau Eurnext, donc ce sont des partenaires qui nous connaissent, donc c'est très bien, mais il y a également dans ce consortium des partenaires qui ne nous connaissent pas. Et donc, la manière de démontrer nos savoir-faire, eh bien, c'est notre vitrine. Alors, par rapport à notre vitrine, nous avons 3 plateformes, Mistral et InnoRail. Alors là, ça fait partie d'une stratégie d'établissement. Mistral a été créé dans le cadre du programme d'investissement d'avenir sur l'innovation en pédagogie. Et donc, c'était la proposition d'une plateforme en ligne pour la formation et la recherche ferroviaire. Deuxième aspect, nous avons donc l'idée, c'était de créer une start-up avec l'outil Mistral, et nous avons été aidés par la région de France grâce à un projet Starter. Alors malheureusement, la start-up n'a pas pu être créée, mais nous avons développé une deuxième plateforme avec un casque immersif, InnoRail. Et donc, lors de nos réunions à distance, eh bien, nous avons eu l'occasion de présenter ces 2 plateformes qui sont interrogeables à distance, qui sont des configurations client-serveur, et donc nos partenaires qui ne nous connaissaient pas, eh bien, ont pu découvrir un peu notre savoir-faire, puisque ces plateformes-là, à 100%, nous maîtrisons le code. Nous avons une autre plateforme qui est beaucoup plus lourde, j'allais dire, mais qui a été développée dans le cadre des CPER actuels et précédents, donc qui est beaucoup plus… donc, le code est sous-traité par une société Octal. Elle a, par rapport à la plateforme Mistral et InnoRail, des contraintes accrues en termes de sécurité, d'accessibilité, de disponibilité, de confidentialité, mais en termes de vitrine, c'est vraiment également un outil qui permet de justifier, de démontrer nos savoir-faire et la mise à disposition de nos plateformes.
bien évidemment, la démonstration de nos savoir-faire est aussi liée à la qualité de nos publications, à la responsabilité scientifique d'autres projets et évidemment avec nos relations industrielles. Voilà, je vais laisser la parole à l'interlocuteur suivant. Merci. Je n'arrive pas à passer la planche. Ah voilà. Bonjour à tous. Voilà, ça y est, je sais comment les petites flèches. Éric Deleton, donc moi j'appartiens à l'ONERA. Alors je vais faire assez court et je vais essayer de résumer sur certains aspects saillants mon expérience par rapport aux différents sujets qui ont déjà été évoqués précédemment. Alors sachez que moi, je suis rentré à l'ONERA en fin 90. Dès 94 et le 3e PCRD, on m'a mis sur effectivement des projets européens. Alors on m'a mis sur, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de définir une contribution que je pouvais réaliser. Et donc, j'étais à l'époque, effectivement, en tant que partenaire. Et puis, j'ai proposé une contribution de ma part. Et puis ensuite, j'ai réalisé cette contribution. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, sachez bien qu'effectivement, si vous voulez atteindre un objectif, c'est en rédigeant la proposition vous-même que vous avez les meilleures chances de vous y retrouver. Premier message. D'accord. Alors, je suis à l'ONERA, l'Office national d'études recherche aérospatiale. Il y avait des programmes ciblés aéronautique. L'ONERA, c'est un grand centre de recherche nationale. On pourrait penser que, comme on est gros, comme on est très ciblé, notre taux de succès est énorme. Mais en fait, c'est faux. Donc, pour dire que chacun a sa chance, si on met du sérieux et si on fait des propositions correctes, à l'ONERA, notre taux de succès, il est de 30%. Donc, il est le taux moyen, qu'on soit petit, grand, laboratoire universitaire ou pas. Donc, la question est à sérieux, mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on ne laisse pas de la place à d'autres. Concernant les ambitions et le niveau technique. Alors, le projet que j'ai réussi après 30 ans d'expérience, j'ai été aussi responsable de Work Package, etc. Mais le projet, j'ai eu plusieurs échecs en tant qu'ONERA, malgré tout. Le projet que j'ai réussi à passer en 2014, Future Sky Safety, c'est un projet européen et moi j'ai présenté un P7 qui s'intéressait à un sujet particulier dans le cadre de la sécurité aéronautique, c'est la tenue au feu des matériaux composites et puis les risques éventuellement pour la sécurité des passagers. Alors les points importants à noter ou que je tiens à noter, moi le feu n'est pas ma spécialité. Par contre, ce sujet, donc j'ai commencé avec un sujet plus général qui était la sécurité, mais au fil des discussions avec le consortium et en fonction des recommandations qui étaient faites par la Commission européenne, le projet s'est orienté progressivement vers le feu. Et donc, c'était pas mon domaine d'expertise propre, c'était un domaine connexe au mien. Et comment je me suis débrouillé quand même pour arriver à un succès, même si j'étais pas un expert, en travaillant effectivement avec les autres. Et puis, cet objectif ambitieux qui était visé, c'était un peu difficile pour moi de l'évaluer ou de le présenter. Moi, j'ai fait ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai décomposé ça en sous-objectifs qui, pour moi, étaient assez clairs parce qu'ils sont généraux et ne sont pas uniquement liés à une problématique. Donc, augmenter de la compréhension, faire des essais sur l'état de l'art, proposer des solutions un peu innovantes, faire des recommandations aux autorités. Donc, différents sous-objectifs qui me permettaient, même si c'était pas mon domaine vraiment d'expertise, de voir assez sereinement le déroulement du projet et un chemin vers le succès. Et dernier point à noter, donc ce programme P7, vous voyez, 10 partenaires, 5 millions d'euros et 2 nouveaux entrants. C'est-à-dire que dans les recommandations et dans ce call, effectivement, on voulait faire de la place parce que l'Europe et la Commission européenne veulent être inclusifs. C'est pour ça que si vous vous présentez être sérieux, il n'y a aucune raison qu'ils vous écartent. Ils veulent être inclusifs. Et donc, à cette occasion, l'Europe voulait faire entrer un peu plus de portugais, un peu plus de tchèque. Dans le projet, j'ai invité des partenaires qu'on ne connaissait pas, de nouveaux entrants, portugais et tchèques, et ça, bien entendu, était très bien perçu par la Commission européenne, ce qui a favorisé finalement le succès de cette proposition, qui a été montée en 3 mois. Alors, bien entendu, 3 mois de travail intensif, mais c'est faisable. Par contre, on n'était pas seul. On a été agile, on a adapté effectivement la proposition de départ en fonction des conseils qu'on a reçus, et puis en travaillant effectivement dans le consortium. Donc très important. Donc par rapport à ce qui a été dit, les peurs et freins, niveau d'anglais, sujet qui n'était pas mon sujet métier, des délais courts, j'avais 3 mois pour monter le projet et le déposer. Je partais sur quand même plusieurs échecs par le passé de propositions, mais j'ai adopté la bonne attitude grâce à l'expérience que j'avais acquise, et ça a permis tout simplement de nous amener au succès.
Le retour sur investissement, depuis 1994, je n'ai réussi effectivement qu'à monter et gérer un projet, mais j'ai participé à de nombreux projets auxquels j'avais collaboré pour le montage et la réalisation, et ça se compte en millions d'euros pour mon équipe et ma boîte. Donc, de toute façon, le retour sur investissement, il est effectivement dans la longueur, c'est dans le sens de l'histoire, c'est en phase avec la stratégie de mon entreprise. Quand j'ai commencé à l'ONERA, on était un petit peu frileux par rapport à ces projets européens qui n'étaient pas d'excellence, on va dire. On s'associait avec des gens de moindre qualité scientifique que nous. Et puis, progressivement, l'ONERA s'est bien rendu compte que, ben non, on fait partie de l'Europe, on doit rentrer dans sa logique, on doit accepter effectivement ses ambitions et ses modes de fonctionnement, dont l'inclusion de partenaires de moindre réputation. Donc, pour le Future Sky et le Safety P7, c'était 1 million d'euros pour l'ONERA. Bon, voilà, ça se prend sur 3 ans. Est-ce que j'ai été seul? Jamais. On peut être solitaire, mais ça, c'est un trait de caractère. Donc, les gens solitaires peuvent se retrouver seuls, mais c'est de leur faute. Mais sinon, tout est fait pour qu'effectivement, on puisse ensemble arriver à un résultat positif. Il faut trouver un consortium et des partenaires solidaires, ça se construit bien entendu, peut-être que le premier consortium ne sera pas le bon, mais vous en aurez un au bout d'un moment qui se concrétisera et qui arrivera au succès. Au fur et à mesure, puisque vous aurez été visible par votre action, votre dynamique, des gens autour de vous vous conseilleront. Vous pourrez les contacter pour avoir des conseils parce qu'on aura vu effectivement que vous étiez dans cette démarche de monter et dérouler des projets européens. Et puis au bout d'un moment, vous aurez la confiance et puis le soutien de votre entreprise, de vos partenaires, etc. Et ça se construit. Ça peut se construire en 30 ans, mais ça peut se construire beaucoup plus vite. Mes premiers succès, mais pas comme porteur de projet, étaient évidents au bout de quelques années. Donc on peut parfois se sentir seul. Il y a des moments de solitude lors du montage de projet, mais en fait, il faut bien, a posteriori, être honnête. On ne l'est jamais seul si ce n'est pas volontaire et si on ne l'a pas décidé. J'en ai terminé pour mon témoignage. Je remercie les autres témoins. J'espère qu'effectivement, l'ensemble de ces 4 expériences vous auront apporté quand même un certain nombre d'éclaircissements et peut-être vous auront incité à retenter l'expérience ou à tenter l'expérience si ça n'avait pas été fait. Et puis, je dirais que pour conclure finalement ce webinaire et vous laisser quelques temps pour des questions, il faut quelques qualités essentielles pour réussir ces projets collaboratifs. Il y a quelques points à retenir et une conclusion. Les qualités, persévérer, surtout. C'est pas parce que vous n'avez pas un succès au premier coup qu'il faut arrêter. C'est une logique d'apprentissage et de formation. C'est relativement compliqué, bien entendu. C'est logique, on est dans un monde compliqué, on va s'intéresser à des technologies compliquées, à des progrès compliqués. Donc, il ne faut pas voir ou croire que tout est simple. Par contre, on se forme et donc on apprend à marcher en marchant. De l'ouverture d'esprit, de la confiance, de la flexibilité, bien entendu un bon relationnel. Il faut aimer travailler en collaboratif et puis il faut être assez autonome et volontariste. Je ne listerai pas l'ensemble, vous les retrouverez. À retenir, les outils mis en place par l'Europe couvrent tous les TRL et toutes les cibles. Personne n'est exclu. L'Europe est vraiment dans un objectif d'inclusion. D'accord ? Si c'est de la recherche, on vous demande une obligation de moyens, pas de résultats, n'ayez pas peur. Si c'est de l'innovation, là, effectivement, il y a un produit qui est attendu au bout. Visez bien, choisissez bien le cadre de votre action et de votre projet. Que ce soit de la recherche ou l'innovation, c'est une concurrence internationale forte aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire face à la concurrence chinoise, c'est un exemple, je les aime beaucoup, à mes collègues chinois. Mais effectivement, si on est ensemble au niveau européen, cette concurrence est moins difficile à subir. L'Europe, c'est fait pour collaborer. C'est le but, c'est le principe même de la construction de cette Europe. Et pour ça, c'est quelque chose d'inclusif. Alors, on peut parfois en douter, on peut ne pas être d'accord. Mais malgré tout, c'est la volonté, c'est ce qui sous-tend ces programmes de recherche européens. Donc, il faut accepter dès le départ. Même si on se sait très bon, on peut s'associer avec quelqu'un qui ne va peut-être pas nous apporter grand-chose, mais si ce n'est qu'on lui tend la main. Et ça, l'Europe, c'est quelque chose qu'elle attend aussi.
Hein, donc, c'est très, très important. Il faut beaucoup de bienveillance et puis de l'humilité. Et si on peut apprendre et à d'autres comment mieux travailler, ben, ça fait partie aussi des objectifs. Il ne faut pas voir un rejet de l'Europe ou un refus de l'Europe comme une critique. D'accord ? L'Europe sait comment faire pour développer des projets de recherche collaboratifs à un niveau d'excellence internationale. Donc, si on vous note d'une façon ou d'une autre, si on fait des remarques, c'est pour vous aider, vous former demain à effectivement être dans les canons de ce qui se fait pour non seulement participer au projet, mais avoir des résultats positifs pour l'Europe. Donc, c'est très important, il faut avoir confiance dans l'Europe et dans les outils qu'elle met en place. C'est compliqué, soit, mais l'Europe le fait parce qu'elle sait quel est son objectif. Les retours sur investissement, on vous l'a montré, ils sont multiples. Ils sont nombreux, financiers, humains, relationnels, visibilité, personnelle vis-à-vis d'une carrière. Par contre, ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 3 mois. Il faut être persévérant et ça se voit effectivement dans une logique d'intégration dans un système de recherche internationale au niveau européen. Voilà ce qu'il faut retenir principalement de tout ça, avant éventuellement que de conclure. Comprendre les missions et le point de vue de l'Union européenne, être bienveillant vis-à-vis aussi de ses programmes et ne pas uniquement voir sa complexité. Adopter la bonne attitude, sinon vous serez frustré, effectivement, il n'y a aucune raison de l'être. Construire un consortium solide et solidaire, sinon vous vous retrouverez seul. Et enfin, inscrire une démarche et votre volonté dans la durée. Voilà les conclusions que je voulais tirer et je vais peut-être maintenant laisser la parole pour conclure et peut-être répondre à quelques questions. Merci beaucoup de votre attention. Je redonne la main à HDFID. Je vais la présenter. Merci beaucoup, Eric, pour ton témoignage. Oui, juste une petite slide de conclusion avec une boîte à outils, mais vous aurez tout le loisir d'aller cliquer, d'aller regarder les 2 premiers webinaires sur lesquels je reviens pas, que je vous ai mentionné au début en introduction. Pour tout ce qui existe en termes d'accompagnement complémentaire de vos structures en région. Vous avez la brochure aussi que vous pouvez aller consulter en fonction de votre profil. Est-ce que vous êtes un académique, une entreprise, un pôle, de quoi vous avez besoin? Vous pouvez trouver toutes les informations là. Et vous avez également le guide de montage de projets européens dans le cadre d'Horizon Europe qui a été mis à jour par l'Association des conseillers en innovation et des membres du RERI, qui peut être aussi également très utile à aller consulter. Je laisse la main à ma collègue Alexandra pour les questions, mais je crois que nous avons un petit sondage juste avant de passer aux questions. Alors, je vous invite à aller dans l'onglet sondage. Ce webinaire vous a-t-il convaincu de tenter ou de retenter, pour les personnes qui auraient essayé et échoué, l'expérience des projets européens? Oui, tout à fait, ou non, pas tout à fait, j'aurais besoin de faire le point, j'aurais besoin d'un rendez-vous ultérieur pour en parler, etc. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. J'ai l'impression que la tendance est plutôt, ce qui est plutôt positif pour nous aussi, sur oui, tout à fait. Je vois que c'est 87% des répondants qui sont plutôt sur cette tendance-là. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Et Alexandra, je te passe la main. Alors, première question, et pour Johanna, justement. Avez-vous monté le projet Naïma sur la base des conclusions du rapport final du projet précédent? Et avez-vous intégré l'information du final report du projet précédent dans le nouveau proposal? Merci, Johanna. Alors, oui, indirectement. En fait, pour l'historique complet, le projet précédent était porté par le CEA. Et en fait, ils sont, au moment de rédiger Naïma, initialement, c'était le CEA et la même équipe qui devait porter le projet. Et d'ailleurs, je les remercie de nous avoir passé le relais parce que, en plus, du coup, le projet a été un succès. Donc, nous n'avons pas tel quel intégré le final report dans le proposal. Par contre, je viens de regarder et donc Naiad, le projet précédent, est cité plus de 20 fois dans le proposal. Donc, on a vraiment, on n'est pas parti des conclusions telles quelles, mais on est parti de, en fait,
des conclusions techniques et market que le projet Naiad avait, sur lesquels ils étaient aboutis. Et on a construit Naïma sur la suite de ça. Donc, du coup, c'était vraiment, d'un point de vue rédactionnel, impliqué, entre guillemets, d'un point de vue des conclusions. Alors, j'enchaîne du coup avec une autre question, directement aussi à Iona, à vous. C'est, avant le projet, aviez-vous déjà eu une bonne idée de la techno que vous souhaiteriez développer? Alors, pourquoi avoir choisi un programme européen plutôt qu'un national, alors que les montants de financement peuvent être presque similaires? Je vais peut-être commencer par la première. Du coup, c'est deux questions dans la même. Donc, est-ce que avez-vous la bonne idée de la techno développée dans le projet? Alors oui, on savait on savait ce qu'on voulait faire. Dans le projet européen, c'était un peu plus vaste, puisque forcément, il faut que chaque partenaire trouve son compte. Donc du coup, on a mis le projet européen vraiment sur un large éventail de technologiques, je dirais, avec, comme ça a été dit par le professeur Bouscarol, vraiment tous les maillons de la chaîne de valeur qui sont adressés dans le projet. Donc on savait, personnellement, d'un point de vue de la start-up, on savait à quelles questions spécifiques on voulait répondre. Et alors, Naïma est un projet très R&D, donc avec des TRL entre 4 et 7. Et donc pour une start-up, c'est très précieux parce que ça nous permet d'approcher des questions fondamentales que la start-up n'a pas le temps par ailleurs de développer. Donc en gros, on peut bénéficier d'un réseau d'excellence de chercheurs qui vont faire avancer nos questions fondamentales. Et du coup, c'est très précieux. Merci. Alors, oui. Pardon. Du coup, j'enchaîne sur l'autre question, mais qui est ouverte à tous les intervenants aussi. Pourquoi avoir opté pour un projet européen et pas un projet national ? Alors, dans notre cas, on a également un projet national, donc le projet PowerBat. Donc, c'est un concours d'innovation au niveau de l'ADEME, à hauteur de 1 250 000 euros. Personnellement, j'ai une préférence pour les projets européens, parce que on développe une techno qui colle très bien avec les targets de l'Union européenne. Et du coup, ça nous permet de développer pas seulement en France avec d'autres partenaires que la partie française. Mais les deux stratégies se valent. Je pense quand même que les projets européens, d'un point de vue subvention, sont un peu mieux lotis que la partie française. Il me semble que pour l'ADEME, il y a des avances remboursables. C'est pas que de la subvention. Voilà, donc je pense que les deux peuvent être intéressants et pertinents. Et à nouveau, ça dépend des calls. Si vous voyez qu'il y a des calls qui matchent exactement ce que vous voulez faire au niveau de l'Europe, l'Europe c'est bien parce que après, ça peut vous permettre de faire un effet de levier pour récupérer des financements en France. Regardez, ils ont jugé que c'était excellent en Europe, vous pouvez faire le même jugement. D'accord, merci, je vous remercie. Je vais prendre la parole par rapport à cette question-là du côté académique cette fois-ci. C'est sûr qu'au niveau européen, il y a une forte lisibilité. Et bon, c'est quand même un label et par rapport à une reconnaissance, c'est important. C'est une diffusion aussi internationale des développements qu'on fait. Je pense que c'est important de l'avoir. Et puis, comme le disait Iona, il y a un effet aussi levier, mais aussi levier au sens de montage de projet. C'est-à-dire que quand on est déjà dans un projet européen, on est contacté pour le montage d'autres projets européens par rapport aux compétences qu'on arrive à afficher pendant ce projet européen, ce qui est très difficile au départ. Donc, c'est aussi une manière de participer. Alors, du coup, j'en profite pour reposer une autre question. Est-ce que Eric, vous souhaitez répondre aussi Oui, j'ai vu une question qui m'était directement adressée. Tout à fait. Il faut savoir que, bien entendu, un projet européen, il aura son lot de difficultés. Alors, il y a certaines difficultés qu'on peut bien entendu identifier dès le départ, ça s'appelle des risques. Et quand il y a de nouveaux entrants qu'on ne connaît pas, on prend un risque. Dans le montage du projet, on le sait. Et donc, chose extrêmement importante, on ne va pas leur en demander trop.
Et éventuellement, on ne va pas non plus se mettre en dépendance de leur participation. Un programme, c'est des tâches qui s'organisent parallèles et séquentielles avec certains partenaires qui fournissent des entrées à d'autres partenaires pour pouvoir travailler. Organiser un projet intelligemment, c'est s'assurer qu'on ne va pas avoir de points de blocage, donc des solutions de repli. Donc, on donne des points de rendez-vous, mais qui ne sont pas des points définitifs, ce qui permet de progresser et d'avancer sur sa tâche. Et puis, à un moment donné, on va enrichir sa tâche avec des entrées qui viennent d'un autre. Mais il ne faut pas qu'une tâche, elle soit effectivement complètement conditionnée par l'entrée d'un partenaire qu'on ne connaît pas bien. Donc, ça, c'est de la technique de management de projet de recherche, bien entendu, qui est assez compréhensible et facilement compréhensible. De la bienveillance, encore une fois, le but, ce n'est pas effectivement d'aller ensuite se plaindre auprès de la Commission européenne des difficultés qu'on a rencontrées, c'est trouver des solutions, mais ça c'est tout chef de projet, c'est son rôle principalement, c'est trouver une solution, c'est prendre de la hauteur par rapport à des résultats, même s'il y a des choses qui se passent pas très bien, il y en a d'autres qui se passent bien, savoir les valoriser auprès de l'Europe, et à la fin, quand l'Union européenne voit que tout le monde, aujourd'hui ce serait difficile, mais s'embrasse, ou qu'il y a des accolades entre les partenaires qui se quittent et qui n'ont qu'une hâte, c'est de remonter un projet ensemble, sachez qu'on note votre consortium, et donc il faut partir avec cette idée et dès le départ savoir qu'on va devoir les aider. C'est le but, c'est la logique européenne. Et donc, si effectivement, le but, c'est moi, je m'occupe que de moi, et si quelqu'un n'est pas à la hauteur, je ne vais pas l'aider, c'est effectivement, on n'est pas dans la bonne attitude. Si vous avez la bonne attitude dès le départ, c'est absolument pas un problème d'intégrer de nouveaux entrants dont on ne connaît pas effectivement le niveau, qui peuvent constituer un risque. Mais c'est à vous, avec votre expérience, d'organiser votre projet pour pouvoir effectivement minimiser ces risques et éventuellement même en faire une force. Voilà. Merci Eric. Juste du coup une question suivante pour Frédéric Van der Hagen concernant, alors avez-vous Frédéric, est-ce que le projet a été refusé, le projet refusé justement Cassiopeia, qui a été très bien noté, est-ce qu'il a reçu le Seal of Excellence de la Commission? Alors, j'ai vérifié justement les documents que nous avons reçus. Non, pas pour l'instant. Nous sommes officiellement dans la reserve list, avec un message de la part de directeur exécuteur précisant que l'enveloppe budgétaire étant trop faible, donc nous sommes dans la liste d'attente en attendant l'exploitation de reliquats potentiels et en attendant peut-être la prochaine phase. Et nous sommes encouragés éventuellement à déposer le projet lors de Horizon Europe, le Green Deal. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc ça reste en stand-by. Donc le Seal of Excellence, non, pas pour l'instant. Ceci dit, juste pour compléter, je pense que effectivement le projet a été. Vous avez reçu la réponse assez rapidement. Enfin, c'était un automne, c'est ça? Alors je vais vérifier la date. Parce que est-ce que ça peut prendre un petit peu plus de temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si votre projet l'a eu ou pas. Mais comme il a été effectivement très bien noté, ça peut potentiellement venir un petit peu plus tard, parce que ça prend un petit peu de délai. Donc, Alors, une autre question, j'en profite du coup. Question d'Alina Signon. Juste pour compléter un tout petit peu sur cette question en 3 mots, il me semble en fait que le Seal of Excellence est accordé en fait pour des projets, des appels à projets bien spécifiques, que sont les projets EIC, qui sont des appels à projets individuels pour les PME, les appels à projets individuels Marie Curie et les projets teaming. Alors, je sais que c'est beaucoup en évolution aussi en ce moment. Il y a la question peut-être d'étendre ce Seal of Excellence à d'autres appels à projets, mais ce qui explique aussi tous les projets déposés dans le cadre de Horizon Europe ou Horizon 2020, même s'ils sont excellents, ne reçoivent pas forcément un label Seal of Excellence, en fait. Merci Louise. Du coup, une autre question sur les partenaires européens. Combien de partenaires européens pour un projet recommandé souhaitable? Alors, je peux prendre éventuellement la parole là-dessus. Encore une fois, je l'ai dit, toutes les cibles sont couvertes par les outils de l'Union européenne. Donc, à partir du moment, ça peut être effectivement, on y va seul, une EIC. Après, un projet collaboratif, dès que vous êtes 2,
D'accord. Bon, on comprend bien entendu que vous aurez peut-être aussi besoin de vous entourer de gens qui seront plus compétents en gestion de projet ou ce genre de choses. Donc progressivement, hein, ça peut prendre, plus le volume financier est important, bien entendu, plus vous aurez naturellement de personnes autour du projet. Hein. L'ONERA, classiquement, vous voyez, moi, mon projet, c'est souvent entre 5, c'est rare, plutôt 10, 15. Airbus va piloter des projets avec 60 partenaires. Hein. Je parle de société. Hein. Moi, 10 partenaires, ça faisait une trentaine de personnes. Donc, pendant ces 3 ans et demi, 4 ans, hein, j'avais 30 personnes techniques à animer, à motiver. Donc, encore une fois, pour commencer, effectivement, je pense qu'entre 5 et 10 partenaires, c'est bien. Hein, si c'est une première expérience, en fonction de la taille de votre structure. Mais 5, si le projet est bien monté, c'est un bon point de départ. Alors, je voulais dire aussi quelque chose de très important. J'ai oublié de dire, c'est une évidence. On ne va pas à la recherche d'un projet européen juste pour avoir un financement. On y va pour collaborer, pour créer un réseau, ce genre de choses. Si vous y allez juste pour dire j'ai besoin de 200 000 euros pour faire avancer mon sujet, vous risquez de passer à côté parce que c'est pas, ça peut l'être pour un silo d'excellence ou ce genre de choses, mais dans la majorité des projets collaboratifs, c'est pas ça. L'ONERA n'est pas là pour vous donner de l'argent. L'ONERA est là pour créer des consortiums, mettre le pied à l'étrier pour qu'ensuite cela puisse vivre et progresser et se développer sans soutien institutionnel. Donc on n'y va pas juste pour avoir 200 000 euros ou 1 million d'euros, on y va aussi justement pour créer une Europe unie, soudée et capable de concurrencer les grands concurrents internationaux. Oui, je vais reprendre la parole là, par rapport à cette question-là. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de règles et je pense que ce qui est important aussi, c'est par rapport à des appels bien définis, essayer d'avoir une vision des projets passés pour avoir un peu les tendances en termes de consortium minimum, consortium maximum, parce que c'est important aussi d'être dans la logique de l'appel ciblé qui est prévu. Et je vais répondre aussi à une autre question qui était sur la partie questionnaire du webinaire par rapport au SHS. Donc c'est vrai que nous, on est plutôt sur des projets techniques, mais il faut bien savoir que l'interdisciplinarité est de plus en plus demandée et que dans nos projets techniques, on a forcément à inclure des aspects SHS. Et c'est aussi c'est un défi, c'est sûr, pour nous, mais c'est aussi une richesse. Et finalement, comme le disait Eric, là, on a un consortium qui va essayer de faire au mieux et on apprend à bien fonctionner et on fonctionne bien aussi avec cette interdisciplinarité. Moi, nous n'avons plus de questions. Merci beaucoup à tous les intervenants, les témoignages vraiment intéressants d'expériences qu'on a pu entendre aujourd'hui. Donc, grâce au tournage, on a vu que ça a pu remotiver certaines personnes à retenter les projets européens. Donc, c'était vraiment notre but à tous, réunis aujourd'hui en webinaire. Donc, n'hésitez pas, donc vous envoyez plein de liens et vous aurez la présentation disponible donc, sur le dernier lien que j'ai envoyé en ligne dès cet après-midi, avant qu'on vous l'envoie parce que c'est toujours un peu plus long. Je vous remercie et à bientôt pour certains. On reprendra contact avec vous pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, évidemment. Merci beaucoup. Au revoir.